Donc, chacun de ces 5 journalistes scientifiques vraiment exceptionnels va nous raconter en 10 minutes c'est quoi la vie réelle d'un journaliste, c'est quoi le quotidien, puis terminer sur des tendances, qu'est-ce qui se dessine pour l'avenir. Mais ils vont d'abord nous décrire c'est quoi la vie d'un journaliste, comment ça s'organise sa journée. Et donc ça, c'est la première partie. On va faire une pause. Et ensuite, les étudiants qui sont inscrits au séminaire vont avoir la priorité pour poser des questions. Puis, à un moment donné, on va ouvrir à toute la salle les questions et la discussion. Donc, on va y aller tout simplement comme ça. Amélie, si tu veux commencer. J'ai cassé la glace. Comme Jean-Marc vous disait, je suis au devoir. En fait, je travaille au devoir depuis presque 4 ans. Donc, quand j'ai terminé ma maîtrise ici à l'Université Laval, je suis rentrée au devoir par le biais de la bourse AGIC Le Devoir, l'Association des journalistes indépendants du Québec. Donc, si y en a qui s'intéressent à travailler au devoir, c'est pas mal la porte d'entrée privilégiée. Donc, d'abord devenir membre de l'AGIC et ensuite d'appliquer pour cette bourse. Et c'est souvent des journalistes intéressés à la science et à la santé qui gagnent cette bourse-là parce que Le Devoir a un intérêt pour ces sujets-là. Donc, d'ailleurs, cette année, on a eu Bouchard Lotique qui était dans la salle, qui elle aussi avait déjà eu la bourse Fernand Séguin, qui était très intéressée à la science. C'est pas la première fois. Donc, il y a cette ouverture-là du côté du devoir. Pour le moment, je couvre la santé, comme Jean-Marc vous disait. En fait, je fais un remplacement de congé de maternité. En devoir, je vogue d'emploi en emploi, comme surnuméraire. Et en ce moment, donc, je suis sur le congé de maternité de Louise Maud Rioux aussi, qui est titulaire de ce poste-là à la santé. Et bon, évidemment, c'était directement dans mes cordes, puisque c'est la science et la santé qui m'intéresse. Pour ce qui est de quoi ça a l'air dans un quotidien de couvrir la santé, il y a 2 aspects différents et complémentaires. D'abord, le politique et ensuite la santé publique et la science. Et les 2, évidemment, se croisent assez fréquemment. Pour le politique, tout ce que fait Yves Bolduc, qui est d'intérêt public, il faut que je le sache. Donc, c'est mon ministre, il faut que je le suive, que je sache ce qu'il dit, ce qui s'est dit dans les autres journaux, qu'est-ce qu'il a dit dans ses conférences de presse, si il y a des conférences de presse du ministère de la Santé, pas juste Yves, mais aussi des sous-ministres, tous les programmes du ministère de la Santé, aussi tous les organismes paragouvernementaux qui gravitent autour du ministère de la Santé, que ce soit l'INES pour les médicaments ou les procédures médicales, que ce soit l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, pour justement les questions de santé publique, que ce soit les directeurs de la santé publique, les agences de la santé de chaque région, les C3S qui s'occupent des CLSC, des hôpitaux, ensuite les établissements. Et donc toute la hiérarchie du système de santé, on doit s'y intéresser, se mettre à la place de nos lecteurs, qu'est-ce qui est d'intérêt public. Et donc, il y a toute cette couverture-là qui est vraiment de l'actualité un peu brute. Il y a des nouveaux médicaments disponibles pour traiter le cancer. Est-ce qu'on les paye? Oui. Combien ça va coûter? Est-ce que vraiment ça donne une espérance de vie accrue ou une meilleure qualité de vie aux gens? Il faut qu'on s'intéresse à tout ça. Et évidemment, il faut qu'on s'intéresse aux professionnels de la santé, les médecins, les infirmières, tous les autres professionnels. Donc, tous les gens qui gravitent autour de ça. Et donc, ça, c'est le côté plus politique de notre travail qui nous occupe déjà passablement. Et tout le côté santé publique, sciences, recherche. Donc, si on prend une semaine typique, par exemple, la semaine dernière, à quoi ça ressemblait? Bon, j'ai fait un peu des 2. Évidemment, à l'Assemblée nationale, il n'y avait pas de période des questions. Donc, dans ce temps-là, on a un peu plus de temps pour faire de la science, pour faire de la recherche en santé, puisque ça rebondit un petit peu moins du côté politique. Un petit peu de temps. Quand l'Assemblée nationale siège, mais évidemment, en plus, pour se tenir au courant de la période de questions, tout ce qui s'est dit, qui a rapport avec Donc, si on regarde la semaine passée, côté recherche en santé, il y a eu la recherche, entre autres, qui a fait le tour du monde sur le sucre. Est-ce que ce serait donc aussi toxique que la cigarette ou l'alcool? Et donc, il a fallu que je m'intéresse à ce sujet-là après que, par exemple, des dépêches d'agence ou des textes un peu moins fouillés de gens qui avaient peut-être moins le temps pour faire ces textes-là, avaient un peu confondu études scientifiques et opinion, parce que d'où ça partait, c'était un éditorial dans Nature, donc un scientifique dans Nature,
qui a une certaine crédibilité, que Nature publie, mais qui publie un éditorial et non pas une nouvelle étude qui confirme que le sucre aurait tel ou tel tort. Et donc, c'est son opinion, même s'il la base sur son expérience de recherche. Et la manière que c'était ça a un peu parti dans les médias, à certains endroits, c'était une nouvelle étude, le sucre est mauvais, et tout ça, il faut le bannir, les enfants de moins de 18 ans devraient pas en manger, tout ça, ça a un peu dérapé. Donc, je suis revenue sur le sujet, essayer de remettre ça en contexte, parler du... c'est toujours important de regarder c'est qui la source dans ce cas-là, de Robert est un homme bien connu sur YouTube là, pour ses coups de gueule contre le sucre et tout ça, donc... c'est important de le mettre en perspective. Donc, côté journaliste scientifique, c'est un peu ce qui peut nous attendre. Et il peut évidemment y avoir des sujets qui ne viennent pas d'en haut, mais qui viennent de nous-mêmes. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je surveille beaucoup par les bases de données scientifiques. Ceux qui ont fait de la science connaissent PubMed ou Sciences Direct ou des choses comme ça. Surveiller ce qui se dit là-dessus, ce que les chercheurs québécois font en santé. Il y en a même qui étudient notre système de santé, qui peuvent étudier ce qui se passe dans nos urgences, pourquoi c'est bloqué, tout ça. Donc, comme journaliste à la santé, c'est vraiment important que je suive tout ça. Aussi, il peut y avoir des études, dernièrement, il y en avait une sur les personnes âgées qui font des séjours à l'urgence, qui ramènent dans leur CHSLD en dessous des microbes, tout ça. Donc, c'est important de se tenir au courant de ça. Et aussi de se servir de la science pour éclairer le politique ou pour éclairer l'actualité brute de tous les jours. Par exemple, il y a des études qui se font pour savoir si tel médicament est efficace versus son prix. Il y a des études qui se font pour regarder si la part du privé en santé versus le public, les effets que ça a. Donc, c'est de s'intéresser à tout ça. Donc, c'est ça un échantillonnage. La semaine passée, je me suis intéressée aux médicaments contre la dégénérescence maculaire. Je me suis intéressée aux boissons sucrées, à la pénurie d'infirmières, au fait de marcher dans le métro pour rester en forme et de prendre des marches. Je me suis intéressée à l'origine génétique du cancer du cerveau chez les enfants, qui est un cancer incurable, malheureusement pour le moment. Aux médicaments qui sont payés par le ministère de la Santé via notre système public là, pour traiter des cancers. Et je me suis intéressée à l'histoire du sucre dont je vous parlais. Et à travers tout ça, j'ai même fait une petite critique pour l'agenda télé. Voilà. Donc, on s'ennuie pas. Ça fait un peu le tour. Alors, moi, je fais un peu la même chose qu'Amélie, mais pour un journal un peu plus riche et un peu plus grand. Alors, mon histoire est plutôt canadien, pas juste québécois. Alors, on a un tirage au Globe-Mail d'environ 450 000 par jour. Alors, c'est un peu plus grand que le devoir. Et moi, une journée ou une semaine typique, c'est un peu pareil, sauf avec beaucoup plus de voyagement. Alors, moi, je vais visiter cette semaine, je vis à Montréal, alors Québec, Ontario, Alberta, cette semaine, c'est un peu une semaine typique pour moi. Je vais à beaucoup de congrès de santé, je vais voir les ministres, etc. Moi, je m'occupe essentiellement de la politique de la santé. Alors, il y a 14 systèmes de santé au Canada, il n'y en a pas une, comme tout le monde le pense, il y en a 14. 13 provinces et territoires, il y a un système fédéral qui s'occupe des autochtones, des soldats, etc. Moi, je travaille avec une équipe. Vous avez vu qu'elle écrit tout en santé. Nous, on est une équipe de 5, sciences et santé au Globe-Mail. Alors, c'est une grande équipe. Il y a quelqu'un qui fait strictement le médical, quelqu'un qui fait la science. On a un journaliste maintenant qui écrit seulement sur le cerveau. C'est un grand sujet pour nous. Alors, elle écrit juste des parties sur le cerveau. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je fais toujours une chronique. Alors, une fois par semaine, une chronique, opinion sur un sujet à l'actualité. Demain, je fais même une chronique sur le train ici ce matin. Alors, la chronique demain, c'est à propos de Dave Matthews, la ministre de la Santé en Ontario, qui a dévoilé son plan d'action pour la réforme de la santé en Ontario. Alors, j'ai un peu critiqué ce plan-là, qui a beaucoup de plans, très peu d'action. Ça, c'est la chronique dans une phrase Twitter. Ça, c'est quelque chose d'autre qu'on fait beaucoup. Je suis beaucoup sur Twitter. Quand je me réveille le matin, je commence Twitter. Ensuite, je suis ça durant la journée. Je fais beaucoup de santé internationale. C'est une raison que j'aime Twitter. Alors, je fais beaucoup sur les maladies infectieuses, qui ne sont pas un grand problème, sauf au Québec avec la rougeole. Mais surtout, ça, c'est à l'international. Alors, ça me permet de voyager quelques fois par année en Afrique, en Asie, des choses comme ça.
Quoi d'autre? Tendance, comme tout le monde, les journaux changent beaucoup. Vous savez très bien. Alors, on fait de plus en plus de vidéos, etc. Alors, quand je fais des grands projets, je vais travailler maintenant avec un vidéographe au lieu d'un photographe. Alors, nous, on fait au Globe en santé 2 grands projets santé par année. Et quand je dis un grand projet, ça veut dire que je vais travailler sur ça presque exclusivement pour 2 ou 3 mois. J'ai un budget d'environ 25 000 $ que je dépense comme je veux. Jalouse. Voilà. Alors, on fait des grands projets comme l'année passée, on a fait un grand projet sur l'Alzheimer, l'année avant sur la santé mentale. La santé mentale, c'était 24 pages. Alors, on a dit, voici 24 pages, remplis-les avec des papiers, on va faire des vidéos, etc. Alors, ça, c'est le fun, on fait ça quelques fois par année. Ensuite, il y a la chronique régulière. Ensuite, je fais un peu de nouvelles. La nouvelle vient pour nous surtout, je dirais des journaux médicaux, des revues médicaux comme JAMA, Journal of American Medical Association ou le Journal of Medicine. On suit ça de près, on l'a sous embargo, environ 3 jours avant la publication, alors on peut préparer nos papiers d'avance. Et maintenant, on fait certain de, si l'embargo est à 2 heures de l'après-midi mercredi, on le publie en ligne immédiatement, à 2 heures pile. Ensuite, on va avoir une autre version pour le journal. Alors maintenant, on fait essentiellement 3 versions de chaque article. On fait la version Twitter, on fait la version en ligne et la version pour le journal. Ça, c'est la norme. Moi, je ne fais pas de blog. Il y a d'autres journalistes qui font de blog. Je suis trop vieux pour ça. Je fais ça. Tout ça. Je pense que c'est assez. S'il y a d'autres questions après, je serai content de répondre aux questions. Parce que j'ai hâte de... Hélène, dis-lui tes budgets pour le Nord pour le Alors, moi, je ne fais pas la même chose qu'Amélie et André. Nous, on fait du reportage télévisé. Alors, Découverte, tout le monde le sait, c'est le magazine scientifique de la télévision de Radio-Canada. On est à notre 24e saison cette année. Alors, les Découvertes est l'héritière de longue tradition. Depuis cette année, on va fêter les 60 ans de la télévision au Canada. Et depuis 60 ans, il y a une émission, scientifique à l'antenne de Radio-Canada. C'est signe qu'il y a de l'espoir. En fait, Découverte, c'est 29 personnes. C'est 29 personnes à temps complet pour arriver à produire 18 émissions originales dans une année. On est diffusé 52 semaines par année. Mais comme vous le savez, on diffuse des magazines originaux que nous produisons nous-mêmes avec nos équipes de journalistes et de réalisateurs. Mais il y a aussi des adaptations qu'on achète. Donc, il y a une dizaine d'émissions. Donc, nous, on en fait 18, plus une dizaine. Donc, il y a entre 22 et 24 émissions qui sont des reprises pour faire l'année au complet. On a les moyens on ne peut sortir que 18 émissions originales nous-mêmes et s'ajoute à ça 12 adaptations. Donc, dans les 28 personnes, il y a 28 personnes dont c'est le boulot principal, c'est l'unique boulot, c'est de travailler pour l'émission Découverte. Il y a là-dedans 8 journalistes et 8 réalisateurs. On travaille donc en équipe. C'est des équipes qui sont pairées. Traditionnellement, ça a été fait comme ça parce que les journalistes venaient surtout de l'univers. Peu sont spécialisés en sciences. Quand je dis spécialisés, je veux dire en une formation scientifique. Ils sont à peu près tous des spécialistes, sont tous formés en journalisme. Mais peu ont une base scientifique. On l'a développée au cours des ans. D'ailleurs, les journalistes sont là depuis très longtemps, donc ils ont acquis une très grande expérience. Les réalisateurs viennent plutôt de l'univers de la production télévisuelle. Donc, on est en groupe, on est pairés. Donc, les journalistes sont responsables plus du contenu, c'est eux qui fouillent, c'est eux qui font la recherche, c'est eux qui font le job de journaliste, alors que les réalisateurs ont développé au fil des ans une formidable capacité d'illustration de la science. Ils sont dans l'univers de l'image, ils sont dans l'univers comment on va raconter l'histoire visuellement, parce que nous, notre quotidien, c'est pas les mots, alors que les journalistes, c'est plus les mots. Alors,
Donc, ça a été pensé comme ça, et je pense que dans le meilleur des mondes, c'est une façon de fonctionner qui est extrêmement intéressante. Là où le bas blesse, c'est que moins on a de l'argent, moins on a de ressources, plus ça devient compliqué de fonctionner comme ça. Et aujourd'hui, je vous dirais, si j'ai un message à dire aux jeunes qui sont en formation, qui veulent devenir journalistes, je pense que la polyvalence et l'autonomie dans ce domaine-là est vraiment la règle. De plus en plus, on veut tendre vers cette approche-là, mais c'est difficile. On a bâti au fil des ans, en 24 ans, on a bâti une façon de fonctionner, mais qui, de plus en plus, devient difficilement défendable, si je puis dire. Elle devient difficile à gérer parce qu'on a de moins en moins de moyens. À découverte, donc, pour cette raison, à peu près 95% des sujets qui sont déposés à la table sont par des journalistes. Les réalisateurs vont avoir une idée, vont déposer une idée, mais ce n'est pas eux qui font la recherche. Une fois que l'idée aura été fouillée, aura été recherchée, qu'on sait qu'on fait un reportage avec, ils vont se mettre à la recherche du comment l'illustrer. Donc, c'est vraiment la dimension image qui est leur préoccupation. Ce qu'on veut tendre, ce qu'on essaie de faire maintenant, on veut davantage de tendre une façon documentaire de faire les choses, c'est-à-dire qu'on a à la fois un réalisateur qui est aussi un journaliste et qui peut chez lui piloter son dossier. Il s'est développé dans cette émission-là des champs de spécialisation avec 8 équipes. Tous ne sont pas excellents dans l'ensemble des domaines, dans l'ensemble des champs scientifiques. Alors, un gars comme Roger, par exemple, au fil des ans, a développé une fabuleuse expertise en génétique, en biologie, il est intéressé à l'environnement, à l'écologie. Par contre, il s'aventurera rarement du côté de la physique ou de l'astrophysique ou de la recherche spatiale. Un gars comme Masson, lui, il est plus éclaté, il va chercher dans beaucoup de choses, mais sa spécialité, c'est vraiment l'environnement, les énergies nouvelles. Donc, la technologie aussi. D'autres ne veulent pas toucher à la technologie. Donc, avec l'ensemble des équipes que nous avons, donc les 8 équipes, je pense qu'on arrive à bien couvrir l'ensemble des champs de Planète Science, si je peux l'exprimer comme ça. Maintenant, comment ils s'y prennent pour trouver leur sujet? C'est sûr, il y a les revues et les revues spécialisées et les magazines, bien sûr. Ils vous diront c'est le flair et l'intuition. Si on leur demande à eux, ils vous diront beaucoup que c'est le flair et l'intuition. Un gars comme Masson, par exemple, qui parle de tout ce qui se publie en sciences, est un homme extrêmement documenté. Et 6 étoiles, il s'en va, il réussit à dépister, à dégager des bons sujets assez aisément. Avant tout le monde, son problème, c'est qu'il met beaucoup de temps à les faire. Donc, on a les vidéos à tête. Ne me citez pas, s'il vous plaît. Ne lui dites pas. Ne lui dites pas. André Bernard vous dirait, lui, qu'un sujet, s'il ne lui en apporte pas un second, ça ne vaut pas la peine d'investir. Alors, lui, c'est beaucoup son réseau de contacts. Il développe beaucoup un réseau, et dans ce réseau-là, il réussit, à force d'échanger avec les chercheurs aussi, il y a une préoccupation, il appelle quelqu'un qui connaît, il se dégage une piste. Ils se définissent un peu comme des chercheurs, mais dans le sens, attention, dans le sens, au départ, on a une idée, on a une piste, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver au bout du chemin. Alors, donc, c'est un peu de la façon dont il se décrit. Chaque équipe produit annuellement l'équivalent de 120 minutes. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on souhaiterait avoir. Souvent, c'est toujours un peu moins, c'est pas mal souvent un peu moins, mais disons ce qu'on essaie de faire. C'est beaucoup. Ça représente 10 minutes par mois. Pour vous donner une idée, ça représente à peu près 10 à 12 minutes par mois. En télévision, c'est pas évident à faire quand on regarde non seulement la recherche, c'est une chose, mais c'est toute la dimension de l'illustration, la dimension, comment les infographies, vous savez que le travail infographique à découverte, c'est quelque chose qui prend énormément de place. Alors, ça, c'est demandant, c'est exigeant. Ce qui marche bien pour nous, ce qui marche particulièrement bien, je vous dirais, il y a 3 choses, moi, je trouve, qui marchent bien, donc je suis très, très fière quand on réussit ça. Les sujets de grande actualité. Même si on arrive après tout le monde, parce qu'on est après tout le monde toujours, l'événement arrive, donc le quotidien, vous le couvrez au jour le jour, mais nous, on est tellement là qu'on va arriver 5 à 10 semaines après tout le monde. Mais par exemple, et quand je dis ça, je me dis un peu à la blague, mais c'est le temps que ça prend pour faire ce travail-là.
Quand, par exemple, la crise du H1N1 est sortie, je pense que c'est mars, avril, nous, on est arrivés, on a diffusé en novembre, mais encore là, en novembre, il y avait des gens, on en avait parlé dans les journaux, on en parlait depuis 7 mois dans les journaux, dans les téléjournaux, à tous les jours. Quand Découverte est arrivée avec sa synthèse sur tout ce qu'il faut savoir, il y avait quand même 1 143 000 personnes pour écouter cette émission-là. Ça veut dire que ce soir-là, 30%, hein, c'est ça, 30%, une personne sur 3 qui écoutait la télévision regardait une émission scientifique. C'est quand même pas mal. Une chose que je ne vous ai pas dit aussi, et qui est une grande fierté pour Découverte, c'est, depuis 2 ans, c'est l'émission qui est produite par le service de l'information de Radio-Canada, qui a la plus grande moyenne d'écoute. Alors, ça veut dire que l'émission qui est la plus écoutée du service de l'information, en première diffusion, pardon, c'est important, parce que nous, on n'a qu'une seule diffusion. Tandis que les émissions collègues, les émissions sœurs, elles ont 2, 3 diffusions. Donc, ça, c'est pour vous montrer l'importance du rôle que nous avons, que vous avez, que vous aurez, pour ceux qui sont en devenir, quand on fait du journalisme scientifique. Radio-Canada a un grand intérêt dans... Oui, excusez-moi. Radio-Canada a un grand intérêt dans la science, je vous l'ai dit, ça fait 60 ans qu'on est là. Depuis 2 ans, on a regroupé les émissions scientifiques dans un module, le module Sciences de Radio-Canada, qui regroupe évidemment Découverte et les années-lumière. Ça n'a pas été une mise au monde très facile, mais aujourd'hui, ça navigue bien, ça navigue mieux, et le dernier exercice collectif que nous avons fait, et je vais terminer là-dessus, Jean-Marc, c'est le scientifique de l'année qui existe depuis 25 ans maintenant, mais cette année, c'est vraiment la préparation de l'émission. On a fait une émission spéciale autour de cette thématique du 25 ans. Ça a été un collectif de la radio et de la télévision. On a bâti un site Internet qui a été bâti par l'équipe de télévision. Donc, on commence à être plus habile, on commence à être plus à l'aise à faire ça. Dernière chose que je vais dire, on a aussi un blog science qui est tout nouveau. Voilà, je continue. Oui, parce que je suis certain que tous vous avez plein de choses à ajouter, on a plein de questions, Oui, c'est ça. mais on va faire un tour de table. C'est correct, je travaille pour un quotidien, je suis habitué à synthétiser. Le crescendo dans les moyens va prendre une petite... Ah oui, Ça va prendre une petite drop cette année. Mélanie s'en vient, coulage, on voit venir. C'est juste pas qu'elle En ce qui me concerne, on ne peut pas couper une équipe dans le monde qui a faim. C'est à moins de couper un bras. Mais moi, grosso modo, pour vous donner une idée d'où je viens, ça pourra peut-être vous donner une idée de comment arriver à faire du journalisme scientifique. Au départ, je n'étais pas un journaliste scientifique, j'étais généraliste. J'ai couvert, j'ai fait le Soleil, mais j'ai aussi couvert même la politique municipale. J'étais vraiment généraliste. J'ai fini par proposer la chronique. Je m'étais vraiment toujours intéressé aux sciences. J'ai fini par proposer ma chronique où je réponds à des questions que les lecteurs m'envoient. C'est en m'envoyant toutes les questions que je recevais, que les commentaires que je recevais mes patrons, que mes patrons se sont rendus compte qu'il y avait un intérêt pour la science qui avait jusque-là été très, très sous-estimé. Et puis là, ils m'ont dit, Jean-François, là, je te laisse, si tu as d'autres sujets qui ne tiennent pas des lecteurs, propose-les. Puis moi, j'ai fini par me faire que couvrir la science et l'environnement aussi. Je couvre les deux pour le Soleil. Et j'ai un blog maintenant de science aussi. La façon dont mes journées se structurent, c'est la première chose que je fais en arrivant, c'est de faire un round-up, un petit peu comme Amélie fait. Faire vraiment une tournée. Je dois avoir une vingtaine de sites que je vais voir tous les matins pour voir qu'est-ce qui site de Nature, Science, New York Times, New Scientist, je vais voir le blog de Valérie aussi. Puis bon, bref, pour savoir c'est quoi les nouvelles les plus récentes. Puis si je peux pas, c'est ça, c'est le buzz, mais si je peux pas aussi trouver. C'est toujours pour un sujet pour mon blog, d'abord, puis je fais ce round-up-là. Parce que Valérie pourrait me dire aussi, quand on a un blog, pour avoir il faut créer une habitude, puis pour créer
un trafic, ben, ça prend de la fréquence. Il faut essayer de prendre quelque chose à peu près à tous les jours pour que les gens reviennent. Puis c'est ça qui fait un trafic sur un blog. Donc j'essaie tout le temps avant 10 heures le matin de savoir de quoi je vais parler dans mon blog. Des fois c'est facile. Comme ce matin, j'ai simplement fait une référence à un des textes qui est paru ce week-end sur la grille du frein. D'autres fois, c'est un sujet que je trouve et puis je mets ça sur mon blog. Et puis après ça, le restant de ma journée, je la passe à documenter des questions pour le soleil. Des fois, ce que je mets dans mon blog se retrouve dans le soleil aussi. C'est des bases communicantes. C'est ça comme quand on est des groupes de 1. Les circuits sont courts. Puis bon, à travers tout ça, j'essaie évidemment, il faut que je fasse mes entrevues et ma documentation pour ma chronique du dimanche. Fait que mes journées, puis, oui, c'est ça, sur tout ce que je voulais dire, c'est en science, il n'y a pas beaucoup il y a des communiqués de presse, oui, des universités, mais c'est un pays qui, par rapport à la santé, est beaucoup moins politisé. Il y a des fuites de documents, il y en a très peu. Les scientifiques, les chercheurs eux-mêmes qui produisent la recherche n'ont pas le droit de parler aux journalistes avant que leur institution ait mis le communiqué. Et ils sont en général très disciplinés, malheureusement pour moi. Les institutions n'ont pas le droit de mettre le communiqué avant que la découverte soit publiée dans la revue savante qui a décidé de l'accueillir. Donc, il y a moins de. Comment dire? C'est ça, moins de coulage d'informations, moins de retour d'ascenseur, peut-être, dans certains cas, qui peuvent se produire dans des livres plus politiques. Ce qui est jusqu'à un certain point un inconvénient pour un journaliste qui travaille dans un quotidien, en tout cas, là, qui cherche de la nouvelle, pas seulement de l'analyse, mais des nouvelles au quotidien qui va paraître le lendemain. Mais d'un autre côté, faire ça dans un quotidien, ça amène aussi très souvent un point de vue différent sur des questions d'actualité. Un point de vue que les autres journalistes n'auront pas parce qu'ils sont beaucoup moins en contact avec les chercheurs. Ils n'ont pas le réflexe d'appeler des experts confiés à différents acteurs de la scène politique. Et donc, c'est ça, des fois ça va donner des très bons filons sur des questions d'actualité. Je vais montrer ça. Si vous voulez un bel exemple dans le soleil d'aujourd'hui, pourquoi il y a des journalistes scientifiques, vous lirez la page de l'ACFAS. C'est plate, c'est épouvantable. Une scientifique très sympathique de l'Université Laval qui a écrit un texte. Bon, bonne chance. Puis vous lirez les blogs de Jean-François, vous allez voir la différence. Pierre. Bon, alors j'hésitais à me parler de l'aspect plus relationnel ou plus gestionnaire, parce que moi, je suis éditeur comme tel, j'ai une distance par rapport au quotidien des journalistes. Je vais quand même très brièvement aborder les deux. D'abord, Québec Science, c'est un magazine, fréquence mensuelle, en fait, même si c'est maintenant 8 fois par année, ça fait Sciences. Et ce qui veut dire, la première frustration, quand Hélène disait, nous, quand arrive une actualité, le temps qu'on la fasse en télévision, on va arriver au mieux 5 semaines après, et pas plus que jusqu'à 10 semaines. Alors, dans le magazine aussi, quand on commande un texte, le pigiste nous le livre au mieux 3 semaines ou 4 semaines après, on le travaille, on le met en page, et montre un réservoir d'impression, et ça sort en kiosque, donc effectivement, un minimum 2 mois après. Et là, il faut que ça vive pendant 4 semaines encore d'actualité. Donc, on travaille toujours dans un horizon quelques mois à l'avance. C'est extrêmement frustrant, et il y a une solution dont je parlais tout à l'heure, mais c'est extrêmement frustrant quand arrive cette expérience sur le neutrino qui prétendument va plus vite que la vitesse de la lumière. Et là, tu dis, il faudrait faire quelque chose là-dessus. Mais là, le devoir fait quelque chose, l'autre elle-même fait quelque chose, la presse fait quelque chose, les nouvelles font quelque chose, etc. Et tu dis, est-ce que dans 2 mois et demi, il restera encore des choses à dire là-dessus? Et c'est sûr qu'il y a toujours cette frustration-là qui fait qu'on est obligé de prendre les nouvelles avec un certain recul.
L'autre chose à dire du magazine, c'est qu'on est quand même d'abord un média d'information avant d'être un média de vulgarisation. Et d'ailleurs, notre rédacteur en chef, Raymond Lemieux, a beaucoup de réticence, même à être membre de l'Association des communicateurs scientifiques, tout ça, parce qu'il veut prendre cette distance avec tous les gens qui se voient comme des promoteurs de la culture scientifique, en se disant non, nous, on n'est pas des promoteurs de la culture scientifique, on n'est pas au service de la science, on est au service du lecteur, on est fondamentalement des journalistes. De la même façon que les journalistes qui couvrent la scène culturelle ou politique, on n'est pas les politiciens, etc. Et donc, il faut garder cette distance critique. Et c'est sûr que quand on cherche des articles, la question, c'est pas essentiellement de savoir qu'est-ce que la science voudrait, qu'est-ce que la communauté scientifique voudrait qu'on couvre, mais qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir. Donc, comment arriver là-dedans? Donc, c'est sûr que ça nous prend d'abord des questions, je vais dire, d'ordre d'actualité, d'ordre social, politique, économique, culturel, qui sont des questions majeures sur lesquelles on va aller chercher l'éclairage de la science et on pense que la science a quelque chose à dire. Je vais vous donner l'exemple typique, là, et absolument évident, qu'on aurait dû faire, qu'on aurait dû commander il y a quelques mois, qui devrait être en kiosque maintenant, que ça n'a pas été fait, je plaide non coupable, j'y étais pas, puisque ça fait seulement 3 mois que je fais ces fonctions-là. Et il y a eu un hasard de circonstances que je ne décrirai pas, mais effectivement, Raymond Lemieux a été malade pendant un bout de temps, etc. Mais on parle beaucoup du plan Nord, et on se dit, la science d'avoir le même genre de réflexion. On est sur le plan Nord, vous allez voir ça au mois de septembre prochain. C'est ça. Alors, nous, le problème, c'est ça, c'est qu'on est déjà les délais. Là, on voudrait être sur le plan Nord, mais on se dit, nous, ça va arriver en novembre. Il faudrait qu'on s'assoie ensemble, on pourrait essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Une collaboration. Mais effectivement, le plan Nord, parce qu'on se dit, il y a plein d'enjeux de toute nature, et là, tu sais, construire des routes dans le Grand Nord, et toutes les questions environnementales là-dessus. Deuxièmement, des questions économiques. Est-ce qu'on peut fonder une économie durable sur une ressource non renouvelable? Alors, tout l'enjeu, toutes les villes minières qui sont créées, qui sont mortes quand la ressource est terminée, est-ce qu'on peut bâtir un modèle d'économie durable là-dessus? Le tourisme, on veut ouvrir le tourisme. C'est quoi les limites du tourisme extrême et comment on peut faire du tourisme? Bon, toutes ces questions-là, il y a un éclairage de science. Et donc, on essaie toujours de se dire, OK, quels sont les débats qui sont avec nous pour quelques mois, sinon quelques années, et qu'on peut éclairer. Et donc, c'est toujours d'être en pensée quelques mois d'avance. Quand je vous dis dans le cas du plan Nord, on est déjà en retard. Mais c'est ce genre de préoccupation. Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi des articles qu'on va faire pour l'effet wow, parce que c'est fascinant. Alors, je lance des titres sur lesquels je n'ai même pas réfléchi, mais tu sais, la physiologie de la distraction. Ah, wow, tu sais, le cerveau, bon, je ne sais même pas si y a un sujet là, faudrait, mais on peut partir à un moment et dire, ah, ça serait le fun d'avoir des, bon, et là on commence à fouiller pour voir. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un peu en journaliste les marronniers, c'est-à-dire que les événements prévisibles, récurrents, tu sais, l'été, le temps des fêtes, etc. Il y a aussi, là, on sait par exemple qu'il y aura une sonde qui va arriver, Curiosity, je pense, qui va arriver sur Mars en août, donc on a déjà prévu un article sur la recherche spatiale là, à ce moment-là. Donc, on essaie d'être dans une actualité qu'on peut prévoir d'avance. Québec Science, c'est une équipe d'un peu plus qu'un, mais pas beaucoup plus qu'un. Actuellement, il y a un rédacteur en chef et 2 journalistes, plus un graphiste. Donc, c'est une équipe de 4 personnes. C'est petit par rapport à, je ne me trompe pas là-dedans, mais c'est petit par rapport à Découverte. Le gros manque qu'on a actuellement, et quand je vous disais que j'allais en parler, c'est que on aurait besoin d'un journaliste de plus qui alimente éventuellement un site Internet. Notre site Internet est presque absolument mort. Il y a déjà eu un excellent site à l'époque de Michel Dauquin ici dans cette salle. Il y avait Cyberscience qui était assez intéressant. Mais ça a été laissé tomber par manque de vision, je pense, par des personnes qui ont fait l'intérim entre Michel et moi. Là, j'ai un plan pour le rallumer avec des ressources très modestes. Mais c'est sûr que si on veut avoir un site qui est un peu plus réactif, il faut être capable de répondre avec un délai moins long. Et le site Internet serait un peu notre réponse, peut-être pas quotidienne, mais quasi quotidienne, quand le neutrino décide de partir en fou plus vite qu'à vitesse de lumière, qu'on puisse au moins couvrir avec un peu plus de nervosité qu'un magazine. Et donc, c'est sûr que là, il y aurait un besoin, et là, c'est mon prochain objectif par rapport à Québec Science, essayer d'ajouter
une ressource pour réactiver un site Internet qui est actuellement moribond. Je pense que ça donne un peu le genre de défi. Ce qu'il faut bien réaliser aussi, c'est qu'on a énormément besoin de pigistes fiables. Québec Science a eu une tradition d'accueillir des pigistes extrêmement talentueux. Je pense parce que c'est intéressant de travailler pour Québec Science. C'est un magazine qui valorise le travail bien fait, qui est très exigeant, mais qui permet d'approfondir des choses et de traiter des dossiers avec profondeur. Même si les paiements au feuillet n'ont pas toujours été les meilleurs dans le marché, les gens l'ont fait avec beaucoup de générosité et on a eu des journalistes extrêmement talentueux. Le problème, quand on a des journalistes très talentueux, c'est que l'actualité vient de les chercher. Alors, tous nos bons journalistes pigistes des dernières années ont tous de très belles jobs bien payés et je suis très très content pour eux. D'ailleurs, on sert un peu d'incubateur, mais là, on est dans une situation où on manque énormément de pigistes. Alors, oui, il y a un besoin, mais c'est sûr que l'écriture magazine, c'est plus exigeant que l'écriture de nouvelles. Ça suppose une maîtrise de la mise en histoire, une maîtrise des constructions un peu plus complexes que la simple pyramide de la nouvelle. Et donc, c'est pas... Tout le monde peut le faire, là, ça s'apprend. Il y a un apprentissage, et donc c'est sûr que ça se cultive et ça se développe. Et actuellement, là, on est vraiment en phase de reconstruction de notre... on a encore, heureusement, quelques piliers sur lesquels on peut compter, mais on est vraiment en phase de reconstruction d'un réseau de pigistes. Et ça, je termine là-dessus, les besoins cette année sont énormes parce que, outre les numéros réguliers, donc je vous ai dit, on en fait 8 par année maintenant, sauf que cette année, on a un projet qui n'est pas encore tout à fait confirmé d'une édition spéciale qui serait une 9e édition. En plus de ça, on fait, et ça c'est confirmé, on fait notre numéro de 50e anniversaire, 500e, numéro 500 de Québec Science en octobre prochain. Et ça, c'est un numéro de plus de 100 pages, reliurement, extrêmement ambitieux comme projet. Alors là, on est en train de le préparer. On a un autre projet d'une édition spéciale, probablement sur l'adolescence, qui va être en mars de l'année suivante. Et là, je n'ai pas inscrit là-dedans le spécial du Grand Nord. Alors, il y a beaucoup de projets actuellement qui sont en train de se remettre en branle, et ce qui fait qu'effectivement, nos besoins de la prochaine année sont considérables. Et voilà. Bon, ben, je pense que ça tombe pas dans l'oreille dessous. Ici, vous voyez qu'il y a toutes sortes de possibilités. Chez l'Université Laval, Mme Lamour travaille sur le plan d'or. Donc, je vais vous donner 2-3 minutes. On va commencer avec Amélie pour commenter ou ajouter quelque chose. Puis après, on fera la pause et vous pourrez discuter avec nos panélistes, puis d'autres personnes dans la salle, comme Julie Picard, qui est l'autre personne qui a fait une maîtrise en journalisme scientifique avec Amélie, Valérie Borde de l'actualité, un cours en classe. Bon. Donc, Amélie. La chose que tout le monde a dit, puis qui est absolument vrai, c'est toute l'énergie qu'on doit maintenant mettre sur le web, sur les nouvelles plateformes. Donc, il faut être sur Twitter. Il faut être là. On n'a comme plus le choix, c'est incontournable. On n'est pas obligé d'avoir un blog, mais les médias qui n'ont pas de blog en sciences passent peut-être à côté de quelque chose parce qu'il y a un grand intérêt du côté des internautes pour s'informer sur la science sur Internet et non pas nécessairement dans le journal papier. Et les magazines doivent tranquillement faire le virage vers les tablettes parce que les gens s'en vont là. Il faut effectivement, comme André disait, faire plusieurs versions d'un même papier dans la même journée quand on est dans le quotidien parce que s'il y a un embargo qui est levé effectivement à midi ou 14 h, le texte doit être en ligne à ce moment-là parce que le texte des autres doit être en ligne à ce moment-là. Et si toi tu vas apporter quelque chose de différent, c'est le temps, mais dans le papier le lendemain matin, est-ce que c'est la même chose que tu vas publier? Probablement pas parce que c'est après dit que les gens ont vu les nouvelles à 18 h la veille ou à 22 h. Donc, de fouiller le reste de la journée pour faire un peu différent pour ton journal physique. Il y a toute l'idée aussi du partage sur Facebook, Twitter. Évidemment, ça amène énormément de trafic sur les sites web. Les gens ne vont pas nécessairement consulter les sites web, mais vont plutôt consulter ce que les gens leur proposent dans leur cercle d'amis virtuels. Donc, ça se présente qu'il faut assurer, en plus de faire notre travail. Donc, il faut essayer de ne pas se perdre dans tout ça, de garder le temps pour faire des enquêtes et de ne pas juste
réagir à la minute puis reprendre ce que les autres disent. Donc, il y a tout un équilibre à chercher. On est un peu là-dedans en ce moment, dans l'époque actuelle, de chercher cet équilibre-là entre faire de l'enquête, chercher de la nouvelle différente pour vraiment bien informer notre public, puis aussi bien partager l'information, maîtriser les médias sociaux. Moi, juste un petit ajout. Vous avez mentionné tout le monde cherche quelqu'un de la polyvalence. Ça, c'est vrai, mais pour moi, il y a un paradoxe. Tout le monde veut des journalistes polyvalents, mais tout le monde veut des spécialistes aussi. C'est beaucoup plus complexe que moi, je suis au Globe and Mail depuis 24 ans. Puis notre nouvelle est beaucoup plus sophistiquée maintenant, beaucoup plus spécialisée. Alors, c'est intéressant. Je ne sais pas comment exactement faire ça. Chez nous, on a presque 2 équipes. On a une équipe web qui font la classique pyramide, là, 300 mots. Ensuite, de plus en plus dans le journal, c'est plus long. Il y a vraiment un appétit pour long form journalism, des pièces, des articles de plus en plus longs, beaucoup plus d'analyse, critique, etc. Alors c'est intéressant, il y a beaucoup plus de variété. Moi, j'ai fait un papier pour le Globe de 20 000 mots. Ça ne se faisait pas il y a 20 ans. Alors, on peut se permettre de faire des choses très différentes dans le journalisme moderne. C'est pas toujours mauvais. Le futur n'est pas toujours très énorme. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent en même temps. Je ne veux pas que vous partez trop début. Vous avez raison, André, l'avenir est quand même beau, mais notre préoccupation à Découverte, nous, actuellement, c'est beaucoup la situation financière, notre capacité à continuer à toujours faire plus avec toujours un peu moins. C'est préoccupant. Nous, c'est sûr, on sait, Radio-Canada va subir des coupures importantes d'ici quelques semaines. Ça a un impact sur les équipes. On ne sait pas l'année prochaine. Moi, il y a une chose que je peux vous dire, j'ai l'assurance, sans qu'on me l'ait confirmé, mais j'ai l'assurance, c'est sûr qu'il y aura toujours une découverte, il y aura une découverte à l'antenne de Radio-Canada, mais quelle sera la forme de découverte, ça c'est à revoir. Et ça, c'est une préoccupation qui est importante. Et toujours, avec les nouveaux médias, eh bien, il faut être à la fois présent. Aujourd'hui, nous, on travaille plus avec le module, c'était ça l'objectif du module, c'est qu'il faut être à la fois présent à la radio, à la télévision, dans les téléjournaux, parce qu'on veut que la science. Donc, oui, il y a de la place pour la science, mais pour les artisans, la commande est toujours de plus en plus grande. Alors là, on est parti de Job Science, mais c'est toujours les mêmes artisans qui font à la fois les reportages à découverte. Donc, c'est une préoccupation, comment on peut arriver à gérer tout ça et à maintenir la qualité, parce qu'on a fait le choix de la qualité il y a des années. On veut maintenir cette qualité-là à l'émission. Malheureusement, c'est les moyens qui sont manquants. C'est une préoccupation. Oui, pas grand-chose d'autre à ajouter qui a déjà été dit. Peut-être juste, juste préciser concrètement quand tu as un blog et que des fois tu as des sujets qui t'amènent des sujets qui te semblent intéressants et qui, bon, sans doute, peut-être intéressent beaucoup les gens aussi, mais ne font pas réagir, donc c'est pas de commentaires à modérer, c'est plutôt mollo. D'autres fois, le texte de ton blog est peut-être plus court pas particulièrement long, sauf que tu mets les mots compteurs intelligents dans le titre, puis là, ça va chier. Mais pour renchérir sur les deux honorables collègues de ma droite, il y a effectivement une tendance dans les médias qui est de couper de plus en plus dans le contenu. On veut des journalistes effectivement qui sont des fois on dirait qu'il y a des patrons de presse qui voient une salle de rédaction comme un casse-tête où toutes les pièces sont décorées de style identique, fait qu'ils peuvent les mettre n'importe où. Sauf que moi aussi je pense qu'il y a un avenir pour un journaliste spécialisé parce que un généraliste souvent le scoop, l'angle intéressant, il faut scratcher, il faut lire, il faut être studieux. Puis quand un journaliste généraliste qui se fait pitcher d'un sujet à l'autre, d'un but à l'autre, à chaque jour, ne peut pas faire ça. Donc moi je pense aussi qu'il y a quand même un avenir pour le journaliste spécialisé. J'ai rien ajouté, j'ai parlé de... 50e anniversaire.
Est-ce que je peux juste intervenir là-dessus? C'est parce que je voulais juste être sûr que j'ai été bien comprise quand j'ai parlé de polyvalence. C'est que je parlais, je partage tout à fait le point de vue de mes collègues concernant l'importance de la spécialité en journalisme. Je suis la première à préciser à l'émission, quand on nous envoie des gens qui viennent de salle des nouvelles, ils n'ont pas la connaissance de la science. C'est long, ça prend 3-4 ans avant qu'ils deviennent confortables là-dedans. Quand je parle de polyvalence, c'est particulièrement en reportage télévisé, il faut qu'on soit à la fois capable d'être journaliste et être capable d'être réalisateur, être capable de concevoir, d'être capable d'aller au bout de la démarche dans son produit. Tu es l'auteur d'un produit, tu es capable à la fois de le mettre en image et de l'avancer. C'est dans ce sens-là que je parle de polyvalence et non pas dans le sens de l'importance de généraliser les... Vraiment, je partage pleinement l'importance de garder un but spécialisé en sciences. Bon, parce qu'on veut vous donner la parole, on va faire une pause. Merci beaucoup.